Dans le scénario terrifiant de l'Allemagne nazie, environ 500 généraux défilaient fièrement, portant des uniformes impeccables qui symbolisaient une autorité sans limite. La plupart d'entre eux étaient des vétérans des tranchées de la Grande Guerre. Leurs visages portaient les marques du temps et de la discipline, mais leur caractéristique la plus distinctive était qu'ils partageaient tous une loyauté aveugle envers un homme dont la vision les entraînerait dans l'abîme de l'histoire. Chaque médaille ornant leur poitrine était un rappel de leur complicité dans des atrocités inimaginables, dans des décisions stratégiques qui ont sacrifié des millions de vies. Et à la fin, ce seraient ces mêmes médailles qui leur rappelleraient le prix qu'ils auraient à payer pour leur obéissance aveugle. Helmut von Pannwitz est né le 14e octobre 1898 au sein d'une famille noble prussienne en Silésie, Allemagne. Dès son enfance, le destin de Pannwitz fut marqué par une discipline militaire rigide. À 12 ans, il entra dans une école de cadets, prélude à la vie qui l'attendait. Comme tant de jeunes de son époque, la Première Guerre mondiale l'emmena au front, où il monta rapidement au grade de lieutenant grâce à son courage téméraire, accumulant des décorations qui orneraient son uniforme comme des médailles d'honneur, mais qui étaient en réalité des insignes de tragédie. Après le conflit, l'Allemagne sombra dans le chaos, et Pannwitz n'y fit pas exception. Il rejoignit les Freikorps, ces groupes paramilitaires qui combattaient les séparatistes polonais avec une violence brutale. Il participa au putsch de Kapp, une tentative de coup d'État qui échoua et qui laissa sa marque sur la République de Weimar instable. Son implication dans la violence politique le força à fuir en Pologne sous un faux nom, où il devint le chef de la Reichswehr noire, une armée clandestine qui, entre autres, perpétrait des assassinats politiques connus sous le nom de meurtre de Femme. Après un certain temps en Hongrie, Pannwitz retourna en Allemagne en 1931, profitant d'une amnistie. Son retour dans le pays coïncida avec la montée du nazisme et Pannwitz ne tarda pas à s'impliquer avec les SA qui pavèrent la voie d'Hitler vers le pouvoir. Pendant la purge de Rome, Pannwitz joua un rôle clé, démontrant sa loyauté envers le parti et sa disposition à se salir les mains avec le sang des traîtres. En 1935, Pannwitz rejoignit de nouveau l'armée allemande, cette fois avec une ambition renouvelée. La Seconde Guerre mondiale lui offrit l'opportunité de mettre en pratique tout ce qu'il avait appris au cours de sa vie tumultueuse. Il servit sur plusieurs fronts, commandant des unités impliquées dans des opérations militaires de grande envergure. Il fut récompensé pour son leadership avec la croix de chevalier de la Croix de Fer en 1941 et les feuilles de chêne en 1942, des décorations qui masquaient les horreurs que ses troupes infligeaient sur le front de l'Est. À la fin de la guerre, Pannwitz atteignit le grade de lieutenant-général, commandant le 15e corps de cavalerie cosaque des SS, une unité connue pour sa brutalité lors des campagnes du front de l'Est. Sa chute commença le 11 mai 1945, lorsqu'il se rendit aux forces britanniques près de Völkermarkt en Autriche. À ce moment-là, Pannwitz ne cherchait qu'une dernière chance de redorer son image auprès des vainqueurs, tentant de garantir que ses troupes cosaques ne soient pas livrées aux soviétiques. Son désespoir révélait une loyauté perverse, espérant que ces hommes, si dévoués à lui, soient traités avec une dignité qu'il avait lui-même refusée à d'autres. Le spectacle de sa reddition devint une amère ironie. Alors que les Britanniques, dans leur indécision, offraient un bref espoir, les Soviétiques étaient déterminés à réclamer leur butin de guerre. Le 26 mai 1945, Pannwitz fut finalement arrêté par l'armée britannique. Bien que les Britanniques lui aient assuré qu'il ne serait pas livré aux Soviétiques, il insista sur son sort, désirant partager la même destinée que ses troupes. Son insistance, apparemment noble, lui valut le titre de dernier chevalier d'Europe parmi les Cosaques, un titre qui occulte commodément le côté sombre de sa loyauté. En janvier 1947, Pannwitz fut jugé dans un procès qui allait faire de lui un symbole de la cruauté de la guerre. Le tribunal militaire suprême de l'Union soviétique, dans sa quête impitoyable de justice, l'assujettit à l'Ukaz 43, un document légal qui dictait la sentence pour les criminels de guerre. Le tribunal le déclara coupable de nombreuses atrocités, notamment en ce qui concerne le traitement brutal des prisonniers et des civils dans les territoires occupés. Le 16 janvier 1947, Pannwitz fut condamné à mort.
L'exécution, effectuée sans délai à la prison de Lefortovo à Moscou, reflétait la nature impitoyable de la justice soviétique à cette époque. Le nom de Panwitz ne disparut pas avec sa mort. Au cours des décennies suivantes, son héritage resta prisonnier d'un cycle de controverses et de réhabilitation amères. En avril 1996, sa famille, dans une tentative désespérée de restaurer son honneur terni, obtint qu'un procureur militaire à Moscou lui accorde une réhabilitation posthume. Cette décision le rétablit dans la catégorie de victimes de la répression stalinienne, une ironie amère pour quelqu'un qui avait été un vilain dans le récit de guerre. Cependant, l'ombre de l'histoire ne se dissipa pas facilement. En juin 2001, la réhabilitation fut annulée, rétablissant sa condamnation pour crime de guerre. Karl Heinrich von Stülpnagel, entre l'honneur et la trahison. Karl Heinrich von Stülpnagel, né à Berlin le 2 janvier 1886, n'était pas un homme destiné à vivre une vie ordinaire. Élevé au sein d'une famille aristocratique, sa vie semblait tracée dans les moules de la noblesse allemande. Dès ses premiers pas dans l'armée prussienne, en 1904, Stülpnagel s'est plongé dans un monde d'honneur et de stratégie qui allait bientôt se transformer en une macabre danse de trahison et de pouvoir. La Première Guerre mondiale forgea son caractère en tant qu'officier d'état-major, un rôle qui le prépara à une carrière marquée par un mélange d'ambition et de brutalité. Après-guerre, alors que le monde vacillait dans la dissolution des vieux empires et la création de nouveaux ordres, Stülpnagel poursuivit sa carrière dans la Reichswehr, gravissant rapidement les échelons. En 1933, il avait déjà atteint le grade de colonel, et ses compétences et sa loyauté envers la cause l'ont propulsé à des postes de plus en plus en vue. Son implication dans le Freikorps pendant la Révolution allemande de 1919 montra sa volonté d'utiliser la force avec une efficacité froide, écrasant les révoltes avec la même sévérité que les ordres reçus. À la fin des années 30, Stülpnagel s'était imposé comme une figure militaire influente. En 1936, il fut promu général de division, puis général de corps d'armée. En 1937, il devint chef adjoint de l'état-major de l'armée, un poste qui lui permit de planifier et d'exécuter les stratégies militaires qui consolidèrent le pouvoir nazi en Europe. Mais sous la surface de son succès apparent, une discorde grandissait. Stülpnagel, malgré ses services loyaux, ne pouvait ignorer les critiques internes croissantes à l'encontre du régime hitlérien. Son implication dans les conspirations contre le Führer montra que, même au cœur du monstre, il y avait encore ceux qui nourrissaient des doutes. La Seconde Guerre mondiale marqua l'apogée de sa carrière. Il prit le commandement de la 17e armée lors de l'opération Barbarossa en 1941. Sous son commandement, l'armée remporta des victoires notables, telles que les batailles d'Uman et de Kiev, qui semblaient sceller sa réputation de stratège. Cependant, l'éclat de ces victoires était terni par l'ombre de la brutalité qu'il avait lui-même autorisée. Les représailles contre les civils et la collaboration avec les Einsatzgruppen dans le massacre des Juifs et d'autres groupes persécutés ont irrémédiablement taché son héritage de sang. En février 1942, Stülpnagel fut nommé commandant militaire de la France occupée. Son mandat fut marqué par la répression féroce de la résistance française, une tâche dans laquelle il démontra une efficacité impitoyable. Sa chute fut déclenchée par le complot manqué du 20 juillet 1944, une tentative désespérée d'assassiner Adolf Hitler qui déclencha une série d'événements tragiques qui conduisirent le général à une spirale de ruine. En tant que gouverneur militaire de la France occupée, Stülpnagel se trouvait au centre d'un complot qui promettait de changer le cours de la guerre. Le jour de l'attentat, Stülpnagel agit avec la précision froide d'un homme pris entre l'espoir et le désespoir. À Paris, il ordonna à Hans Ottfried von Linstow, qui avait été informé du complot seulement ce jour-là, d'arrêter tous les officiers de la SS et de la Gestapo dans la ville. La scène dans la capitale française se transforma en une course effrénée pour sécuriser les ennemis du régime, tandis que Stülpnagel attendait que la trahison de ses collègues militaires en Prusse orientale se concrétise avec succès. Cependant, la réalité de l'échec arriva comme un coup impitoyable. Lorsque la confirmation que l'attentat contre Hitler avait échoué parvint, la situation devint insoutenable pour lui. Sa tentative de persuader le maréchal Günther von Kluge de soutenir le soulèvement fut vaine. Le soutien dont il avait besoin s'effondra, et face à une désespérance croissante,
Il fut contraint de libérer ses prisonniers, et ses efforts pour la rébellion s'effondrèrent comme des châteaux de sable. Le retour à la normalité se révéla être une tempête de chaos. Lors de son voyage de retour à Berlin, il fit une halte à Verdun, un lieu chargé de mémoire historique et de douleur. Là, dans un dernier acte de désespoir, il tenta de se suicider. La scène sur les rives de la Meuse était presque un tableau grotesque de la fin de sa carrière. Dans un accès d'angoisse, Stülpnagel se tira une balle dans la tête, un geste qui le laissa seulement aveugle d'un œil, l'autre étant gravement endommagé, à tel point qu'il dut être retiré par la suite. Après sa tentative de suicide ratée, Stülpnagel et son conseiller furent capturés par la Gestapo. Dans son délire post-traumatique, Stülpnagel répétait le nom de Rommel, impliquant le maréchal dans le complot. Sa déclaration, un fragment de folie désespérée, ajouta une couche supplémentaire à une intrigue déjà chaotique et violente. Le 30 août 1944, le procès de Stülpnagel devant le Volksgerichtshof, présidé par le tristement célèbre Roland Freisler, devint une parodie grotesque de justice. La salle d'audience devint le lieu de sa condamnation finale. Accusé de haute trahison, Stülpnagel fut rapidement reconnu coupable et condamné à mort. L'exécution eut lieu le même jour à la prison de Plötzensee à Berlin. Une fin abrupte pour un homme dont la carrière militaire avait oscillé entre une loyauté implacable et une rébellion désespérée. Ainsi s'acheva la vie de Karl Heinrich von Stülpnagel, un général dont la carrière militaire, marquée par des victoires et des atrocités, se termina dans le cruel paradoxe d'une trahison ratée et d'un procès sommaire. L'ombre de Minsk, les crimes de guerre d'Eberhard Herf. Eberhard Herf est né dans un petit village allemand appelé Greifswald, le 25 mars 1897, à une époque où la guerre semblait être une constante à l'horizon européen. Son enfance a été marquée par une société progressivement empoisonnée par le patriotisme et une haine silencieuse envers tout ce qui était étranger. Herf a grandi dans une famille qui n'avait pas d'antécédents militaires particulièrement marquants, mais comme tant d'autres jeunes hommes, l'appel aux armes est arrivé lorsque l'Allemagne s'est retrouvée entraînée dans la Grande Guerre. En 1915, à seulement 18 ans, il s'est enrôlé dans l'armée impériale allemande. Ce qui a suivi fut une succession d'horreurs qui l'ont endurci et façonné. Les tranchées du front occidental ne faisaient aucune distinction entre les hommes. Tous étaient également sacrifiables, chair à canon pour une guerre insensée. Herf, cependant, s'est distingué par sa résistance et sa capacité à suivre les ordres sans les remettre en question. À la fin de la Première Guerre mondiale, il avait atteint le grade de lieutenant, décoré pour son courage. À ce moment-là, le monde de Herf avait changé. Mais son destin, lui, non. Herf, comme beaucoup d'autres, voyait dans la vie militaire la seule option pour aller de l'avant. Au cours des décennies 1920 et 1930, il a perfectionné ses compétences en matière de stratégie et de tactique militaire, gravissant lentement les échelons, toujours fidèle, toujours obéissant. En 1936, il était déjà major, et lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata en 1939, Herf était prêt pour ce qui allait venir. Au début du conflit, Herf a été placé à la tête d'un bataillon au sein de la 14e division d'infanterie. C'est en Pologne que sa véritable nature a commencé à se révéler. Les victoires rapides de la Wehrmacht lors de l'invasion initiale ne laissaient pas le temps de réfléchir aux horreurs commises. Mais Herf le savait. Il savait que dans chaque village détruit, dans chaque famille brisée, une responsabilité pesait sur ses épaules. Cependant, il est resté ferme, toujours convaincu que la loyauté envers le Führer justifiait tout acte, aussi atroce soit-il. L'ascension de Herf s'est poursuivie, atteignant le grade de colonel et, plus tard, de général de brigade. En 1941, avec le début de l'opération Barbarossa, il a été envoyé sur le front de l'Est. Les champs de bataille en Union soviétique n'étaient pas différents de ceux de la France ou de la Pologne, du moins pas en termes de méthode. Les soldats allemands avançaient rapidement et Herf, fidèle au principe du Blitzkrieg, dirigeait ses hommes avec précision et cruauté. Ses ordres étaient clairs, avancer à tout prix, et ce prix se mesurait généralement en vies humaines, y compris celles des civils. Mais l'hiver soviétique ne pardonnait pas, et tandis que ces hommes mouraient gelés ou criblés par les forces ennemies, il restait ferme. Il s'était habitué à voir ses subordonnés tomber les uns après les autres, et à chaque mort, une partie de lui-même mourait aussi, bien qu'il ne l'aurait jamais admis.
Avec le temps, Erf a commencé à voir les choses changer pour le pire. Les jours glorieux des victoires rapides étaient révolus, et la réalité de la défaite commençait à se profiler. La guerre était devenue une lutte pour la survie, une lutte que Erf savait qu'il ne pouvait pas gagner. Néanmoins, il a continué à obéir, ordonnant davantage d'avancées, davantage de morts, davantage de destruction. Erf a reçu plusieurs décorations tout au long de sa carrière, y compris la croix de fer, symbole de son courage supposé. Mais ces médailles ne signifiaient rien face aux atrocités qu'il avait commises. C'est en 1944 que les forces soviétiques l'ont capturé en Biélorussie, un pays dévasté par l'occupation allemande, où les crimes de guerre étaient plus que de simples rumeurs. Ils étaient une réalité quotidienne. Sous son commandement, des milliers de civils, en particulier des Juifs, avaient été exécutés à Minsk, où la terreur et le sang se mêlaient aux cendres des corps incinérés. Lorsque les Soviétiques ont commencé à reprendre du terrain, sa capture n'a été qu'une formalité. L'homme qui avait ordonné l'exécution de milliers de personnes est tombé entre les mains de l'armée rouge sans résistance. Il a été emmené dans un centre de détention où il a attendu son procès pour crime de guerre. Il savait qu'il n'y aurait pas de pitié, mais pourtant, au fond de lui, il s'accrochait à l'espoir qu'il pourrait justifier ses actions sous le manteau des ordres supérieurs. Le procès à Minsk a commencé en décembre 1945. Erf était l'un des 18 accusés, mais son nom se distinguait des autres. Il avait dirigé la police de l'ordre, la force chargée d'imposer le régime nazi dans la ville, et sous son commandement, les atrocités avaient atteint des niveaux inimaginables. Les preuves étaient claires: exécutions massives de juifs dans le ghetto, déportation forcée de civils vers les camps d'extermination et recours à la violence la plus brutale pour étouffer toute résistance. Les témoins, ceux qui avaient miraculeusement survécu, racontait l'enfer qu'était la vie sous le joug de Erf et de sa légion de tueurs en uniforme. Les procureurs ont présenté des documents, des ordres signés, des preuves irréfutables de la culpabilité de Erf. Mais lui, comme tant d'autres avant lui, s'est réfugié derrière la défense de « je ne faisais qu'obéir aux ordres ». Le tribunal n'a pas accepté ses excuses. Il savait, mieux que quiconque, que des hommes comme Erf n'étaient pas de simples rouages. Il choisissait d'être le couteau qui tranchait la gorge des innocents. Le 29 janvier 1946, la sentence était claire, mort par pendaison. Le tribunal soviétique voulait la justice, mais aussi la vengeance. Le lendemain, le 30 janvier 1946, Erf a été conduit sur le lieu de son exécution. Les places étaient remplies de ceux qui, jusqu'à récemment, vivaient dans la terreur sous son commandement. Ils le voyaient maintenant comme un homme réduit à néant. La potence se dressait devant lui, froide et métallique, une sentence inévitable. Le bourreau n'a pas prononcé de mots inutiles. Le visage de Erf, autrefois marqué par l'arrogance du pouvoir, ne montrait maintenant que la peur qu'il n'avait jamais laissé les autres voir. La corde s'est serrée autour de son cou et, en quelques secondes, son corps pendait, oscillant sous le regard de ceux qui l'avaient autrefois redouté. Du champ de bataille à la potence, la double vie d'Alfred Jodl. Le 10 mai 1890, à Würzburg en Allemagne, naissait Alfred Jodl dans une famille aux racines catholiques, un homme dont le destin fut scellé dans les machinations complexes du Troisième Reich. Sa jeunesse fut marquée par la rigueur d'une éducation militaire, et à 20 ans, il portait déjà l'uniforme de l'armée allemande, prêt à servir une nation qui deviendrait bientôt une puissance militaire mettant temporairement l'Europe à genoux. Pendant la Première Guerre mondiale, Jodl se distingua par son courage, remportant les précieuses croix de fer de 2e et de 1re classe. Pour lui, la guerre n'était qu'une extension naturelle de son existence. Le champ de bataille était une scène où l'honneur se forgeait, mais le destin lui réservait un rôle beaucoup plus sombre. Durant les années de la République de Weimar, Jodl resta dans l'armée, observant attentivement comment l'Allemagne s'effondrait sous la pression du traité de Versailles. C'est à cette époque qu'il commença à collaborer à la réorganisation secrète de l'armée allemande, contournant les restrictions imposées par les puissances victorieuses. L'ascension des nazis au pouvoir en 1933 fut pour lui une opportunité, une porte ouverte vers le type de guerre qu'il désirait depuis sa jeunesse. En 1939, alors que l'Europe était au bord du gouffre, Jodl fut appelé au service d'Hitler, devenant chef d'état-major des opérations de l'Oberkommando der Wehrmacht. De ce poste, il devint une pièce maîtresse de la machine militaire nazie.
Sa rencontre avec Hitler, quelques jours avant l'invasion de la Pologne, marqua le début d'une collaboration qui entraînerait l'Europe dans des années de terreur et de destruction. La Seconde Guerre mondiale fut pour Jodl un terrain d'essai, une occasion de démontrer ses compétences stratégiques. Il fut derrière les opérations qui menèrent à l'occupation rapide du Danemark et de la Norvège, et il observa avec satisfaction la chute de la France en 1940. Son optimisme quant à la défaite éventuelle de l'Angleterre le conduisit à croire que la victoire allemande n'était qu'une question de temps. Il signa des ordres qui condamnèrent à mort des milliers de personnes, comme l'ordre des commissaires et l'ordre des commandos. Pendant la guerre, Jodl passa la plupart de son temps dans le Wolfschanze, le poste de commandement avancé d'Hitler en Prusse orientale. Là, loin des champs de bataille, Jodl contribua à diriger les campagnes militaires qui dévastèrent l'Europe. En février 1944, il fut promu Generaloberst, une reconnaissance de sa loyauté et de son efficacité au service d'un régime qui commençait déjà à montrer des signes d'effondrement sous son propre poids. Le 7 mai 1945, alors que le rêve du Reich de 1000 ans s'était transformé en cauchemar, Jodl signa la reddition inconditionnelle des forces armées allemandes à Reims, en France. Ce fut un acte de capitulation qui scella le destin de l'Allemagne. Et, paradoxalement, ce fut la dernière fois que Jodl agissait au nom de la nation qu'il avait servie avec une telle loyauté féroce. Alfred Jodl se retrouva maintenant enfin sur le banc des accusés au procès de Nuremberg, affrontant les conséquences de sa loyauté inébranlable envers le régime nazi. Parmi les 24 principaux accusés de ce cycle se trouvait Jodl, un général qui avait été une pièce maîtresse dans la planification et l'exécution des stratégies militaires qui avaient plongé l'Europe dans l'obscurité. Les accusations portées contre lui étaient claires et accablantes. Il fut accusé de 4 chefs principaux: complot pour commettre des crimes contre la paix, planification et exécution de guerres d'agression, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Jodl, en tant que chef d'état-major des opérations de l'Oberkommando der Wehrmacht, avait signé des ordres qui menèrent à l'exécution de prisonniers de guerre et d'otages, et à la mise en œuvre de politiques ayant entraîné des atrocités massives. Pendant le procès, la défense de Jodl tenta de faire valoir qu'il ne faisait qu'exécuter des ordres, que sa responsabilité se limitait à son devoir de soldat, et qu'il n'était pas responsable des politiques plus larges du régime nazi. Mais les preuves présentées par l'accusation étaient irréfutables. Des documents signés par Jodl détaillant son implication directe dans la machine de mort mise en place par le Troisième Reich. Jodl, de son côté, tenta également de se défendre, affirmant que certains des ordres qu'il avait signés n'étaient pas destinés à violer le droit international, que son intention n'était pas de perpétuer des crimes, mais de protéger l'Allemagne en temps de guerre. Mais ces paroles ne trouvèrent aucun écho au tribunal. La réalité était que Jodl, par sa signature, avait condamné des milliers de personnes à la mort et à la souffrance, et aucune explication ne pouvait effacer cette vérité. Sa vie personnelle, en dehors de sa carrière militaire, était un reflet de son dévouement au devoir. Il se maria 2 fois, d'abord avec Irma Gräfin von Bullion en 1913, puis, après être devenu veuf, avec Louise Jodl en 1944. Cette dernière l'accompagna tout au long de ses procès, où sa présence ajouta une ombre d'humanité à un homme qui, jusque-là, n'avait été vu que comme une figure implacable de la machine nazie. Le 1er octobre 1946, le tribunal militaire international prononça son verdict, coupable de toutes les accusations. La sentence fut implacable. Il serait pendu. Le 16 octobre 1946, Alfred Jodl fut conduit à la potence dans la prison de Nuremberg. Son exécution faisait partie d'une série de pendaisons qui incluait d'autres hauts responsables nazis. Alors qu'il marchait vers son destin final, Jodl, dans ses derniers instants, exprima des remords pour la souffrance causée pendant la guerre, bien qu'il ne se soit jamais éloigné de sa conviction d'avoir agi dans l'intérêt de l'Allemagne. Le corps de Jodl, comme ceux des autres condamnés, fut incinéré et ses cendres furent dispersées sans cérémonie, un acte symbolique reflétant la volonté des vainqueurs d'effacer toute trace physique de ceux qui avaient reconduit l'Allemagne à la barbarie. De héros de montagne à chef en ruine, le destin tragique de Ludwig Kübler. Ludwig Kübler est né dans une petite localité bavaroise le 2 septembre 1889. Élevé dans une famille respectable, avec un père médecin qui semblait tout maîtriser,
Son destin semblait prédestiné au succès. Il était le fils parfait, l'élève modèle, le jeune homme brillant que tout le monde s'attendait à voir aller loin. Et en effet, il y est parvenu, mais pas de la manière que sa famille aurait imaginé. Après avoir obtenu son diplôme au Ludwig Gymnasium de Munich en 1908, il a décidé de ne pas suivre les traces de son père en médecine. Non, il avait d'autres plans. Il s'est engagé comme cadet dans le 15e régiment d'infanterie royale bavaroise. Ses premières années dans l'armée allemande se sont déroulées sans heurts. Il était efficace, discipliné et se distinguait dans tout ce qu'il faisait. En octobre 1910, Kübler fut nommé lieutenant, le premier de nombreux titres qu'il accumulerait au cours de sa carrière. Il trouva rapidement sa place dans la guerre, prenant le commandement d'une compagnie de mitrailleuses, montrant une froideur presque inhumaine sur le champ de bataille. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, il était plus que prêt à prouver sa valeur. Le front occidental fut son baptême du feu. Des batailles en Lorraine, à Saint-Quentin, des lieux où la vie humaine se vidait de son sang comme si elle ne valait rien. Il reçut la Croix de fer de 2e classe en septembre 1914, un honneur qui ne l'impressionna guère, comme si c'était juste un autre trophée dans sa collection. Il retourna au front après avoir subi de graves blessures, non par amour de la patrie, mais parce que c'était ce qu'il savait faire de mieux, tuer, diriger, exécuter des ordres avec précision. À la fin de la guerre, il portait déjà le grade de capitaine, mais la gloire qu'il recherchait était loin d'être atteinte. Il resta dans la Reichswehr, montant lentement en grade au milieu du chaos de l'après-guerre, jusqu'à devenir major en 1928 et lieutenant-colonel en 1932. Les années entre les deux guerres ne firent qu'affûter ses compétences. En 1933, la même année où Hitler consolidait son pouvoir, Kübler prit un poste clé en tant que chef d'état-major de la 7e division à Munich. En 1934, avec la Wehrmacht établie, l'ascension de Kübler fut imparable. En 1938, il était déjà général de division, et en 1939, en pleine guerre, il reçut le commandement de la 1re division de montagne. Des unités spécialisées dans la guerre en altitude, entraînées à se déplacer sur des terrains impossibles, étaient l'instrument parfait pour le type de guerre que l'Allemagne planifiait. En Pologne, sa division montra sa létalité en capturant des points stratégiques comme le col de Dukla avec une précision brutale. C'est là qu'il gagna la croix de chevalier de la Croix de fer, la plus haute distinction militaire allemande, symbole de l'efficacité sanglante avec laquelle ses hommes exécutèrent les ordres. Lors de l'invasion de la France, sa division brilla à nouveau, avançant avec une rapidité inhumaine, laissant derrière elle une traînée de destruction. Au fur et à mesure que la guerre progressait, Kübler devint commandant de différents corps de montagne, d'abord sur le front de l'Est, puis en Yougoslavie, où son expérience dans des terrains difficiles fut cruciale. Sous son commandement, des batailles furent menées, des batailles qui défièrent non seulement la logistique militaire, mais aussi la moralité, une chose qui semblait lui importer peu. La montagne était son allié, le froid son arme, et la mort sa compagne constante. En mai 1945, Kübler détenait encore le commandement dans la zone opérationnelle du littoral adriatique. C'était un poste important, mais il devint insignifiant lorsque les troupes allemandes se retrouvèrent encerclées, vaincues et humiliées par les forces alliées. Avec la reddition de l'Allemagne, il ne fut pas surprenant que le glorieux général finisse entre les mains des partisans yougoslaves. Là, dans les terres qu'il avait autrefois commandées d'une main de fer, commença sa véritable chute. Les partisans de Tito n'avaient aucune compassion pour les officiers nazis qui avaient laissé des cicatrices profondes sur leur peuple. La Yougoslavie était un pays déchiré par la guerre, où les civils avaient subi des exécutions, des déportations et des massacres. Et Ludwig Kübler, comme tant d'autres généraux allemands, avait permis à ses troupes de se déchaîner contre la population. Il avait signé des ordres, donné des instructions. Comment ne serait-il pas responsable de tout cela? Le procès auquel il fut soumis n'était pas une formalité vide. Les Yougoslaves voulaient la justice, ils voulaient la vengeance. Les villages détruits, les innocents exécutés, tout était dûment documenté. Et malgré les tentatives de sa défense, qui prétendait qu'il ne faisait que défendre les intérêts de sa patrie, la vérité était que les tribunaux n'allaient pas laisser passer l'occasion de rendre justice. En août 1947, Ludwig Kübler avait déjà entendu la sentence.
c'était la mort. La même mort qu'il avait administrée tant de fois depuis le confort de ses bureaux, sauf que cette fois-ci, c'était elle qui le regardait droit dans les yeux. Et ainsi arriva la fin. Le matin du 18 août 1947, vers 5 heures du matin, Kübler fut conduit à sa destination finale. Certains disent que c'était un peloton d'exécution qui exécuta la sentence, une décision qui reflétait l'honneur tordu encore accordé aux militaires. La scène était désolante. Les soldats yougoslaves, sérieux, implacables, levèrent leurs armes avec la précision que la situation exigeait. Le général, qui avait autrefois été un symbole de pouvoir, n'était plus qu'un homme de plus face à la mort. La même précision qu'il avait montrée dans les montagnes se refléta dans les balles qui le traversèrent. Personne ne pleura sa mort. Personne ne pleura la perte d'un homme qui, à une autre époque, avait été vu comme un héros dans son pays natal. Seul resta le silence après les coups de feu. L'écho d'une vie marquée par la guerre et la brutalité. Martinsen est le côté de la collaboration. Justice et trahison dans le Danemark d'après-guerre. Knud Borge Martinsen est né le 30 novembre 1905 à Sandved, au Danemark, dans une famille modeste. Son père, Hans Christian Martinsen, était tailleur, et sa mère, Ottilia Marie Poulsen, partageait la vie austère de la classe ouvrière. Dès son jeune âge, Martinsen montra un caractère discipliné et une détermination farouche, ce qui le conduisit à s'enrôler comme soldat en 1928. Son talent et sa capacité dans le domaine militaire lui permirent de gravir rapidement les échelons. En 1933, il était déjà premier lieutenant, et en 1939, il avait atteint le grade de capitaine-lieutenant. La carrière militaire de Martinsen semblait avoir un avenir brillant, alors qu'il se préparait à suivre le cours d'état-major au palais de Frederiksberg en 1940. Cependant, le 9 avril de cette même année, le jour où l'Allemagne occupa le Danemark, sa vision d'un avenir militaire stable s'effondra. L'occupation fut un coup dévastateur pour de nombreux Danois, y compris Martinsen, qui se retrouva piégé dans une réalité très différente de celle qu'il avait imaginée. Dans le tumulte qui suivit l'occupation, les inclinations politiques de Martinsen changèrent également radicalement. Le 26 avril 1940, il rejoignit le Parti national-socialiste des travailleurs du Danemark, aligné avec le Troisième Reich. Sa participation au parti comprenait la participation à des manifestations en uniforme, une action qui finit par nuire à sa carrière militaire. La combinaison de ses activités politiques et des restrictions imposées par l'occupation le conduisit à démissionner de l'armée danoise, un changement décisif qui marqua un tournant dans sa vie. Martinsen ne tarda pas à chercher de nouvelles opportunités pour réaliser ses ambitions militaires par l'intermédiaire des Waffen-SS. Son engagement envers la cause nazie devint évident lorsqu'il assuma plusieurs rôles de commandement au sein du Frikorps Danemark, une unité composée principalement de volontaires danois combattant aux côtés de l'Allemagne sur le front de l'Est. Initialement, il commandait la 2e compagnie sous Christian Peder Crissing, puis la 4e compagnie sous Christian Frederick von Schalburg. Son style de commandement, influencé par la formation rigoureuse et les méthodologies opérationnelles des Waffen-SS, se concentrait sur la mobilité et les capacités de combat d'élite. Avec la démission de Crissing et la mort de von Schalburg, Martinsen prit temporairement le commandement du Frikorps Danemark. Son commandement fut officialisé le 18 février 1943, après la mort de Hans Albert von Lettow-Vorbeck, qui avait été nommé seulement 2 jours auparavant. Sous le commandement de Martinsen, le Frikorps Danemark participa à plusieurs opérations sur le front de l'Est, contribuant aux efforts plus larges de la 11e division SS de Panzergrenadier Nordland. La gestion de Martinsen se concentre sur le recrutement et la formation, dans l'espoir d'améliorer l'efficacité de l'unité au combat. En juillet 1943, Martinsen quitta le commandement du Frikorps Danemark et retourna au Danemark pour établir et commander le corps Schalburg. Son rôle dans le corps Schalburg ne se limitait pas à la formation militaire, mais comprenait également la promotion de l'idéologie nazie parmi les volontaires danois. Cependant, Martinsen vit ses jours de gloire se transformer en cendres après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son ascension dans l'armée danoise et son alignement ultérieur avec le régime nazi furent brutalement suivis d'une chute en disgrâce, reflétant la fureur d'une nation tentant de se purger de son passé collaborationniste. La guerre s'était terminée en 1945.
Le Danemark, encore ébranlé par le poids de l'occupation allemande, dut faire face à une introspection douloureuse. Les Danois, horrifiés par les atrocités commises sous le joug nazi, étaient déterminés à affronter ceux qui avaient collaboré avec l'ennemi. Martinsen, qui avait dirigé le Frikorps Danemark, devint le visage emblématique de la trahison dans une société cherchant désespérément un bouc émissaire. L'arrestation de Martinsen survint peu après la libération du Danemark. Les autorités danoises, désireuses de démontrer leur intégrité, lancèrent des enquêtes rigoureuses sur les collaborateurs du régime nazi. Martinsen fut arrêté et accusé de trahison et de crimes de guerre en raison de son rôle éminent dans la SS et des atrocités commises par son unité. Son procès devint un spectacle public de grande envergure, reflétant l'indignation féroce d'une nation avide de justice. Les médias relayèrent la colère collective et peignirent Martinsen comme un traître qui avait vendu sa patrie. La couverture médiatique mit l'accent sur son rôle dans le Frikorps et la souffrance infligée par son unité pendant l'occupation. En 1949, après un procès prolongé, Martinsen fut reconnu coupable de trahison. La sentence de mort prononcée à son encontre reflétait la nécessité pour la société danoise de se racheter face à ses propres actions et décisions pendant la guerre. La punition, que certains considéraient comme nécessaire pour restaurer l'honneur national, d'autres la voyaient comme une mesure excessive, préférant à la place une peine de prison à perpétuité. Martinsen fut exécuté par un peloton d'exécution le 25 juin 1949. L'exécution faisait partie d'une vague de représailles contre les collaborateurs, marquant un moment décisif dans l'histoire du Danemark d'après-guerre. Martinsen, avec sa carrière militaire et sa collaboration avec les nazis, devint un symbole de la lutte intérieure du Danemark pour se réconcilier avec un passé douloureux. Sous le feu de sa propre création, l'adieu tragique d'Anton Dostler. Anton Dostler est né en mai 1891 à Munich et sa vie fut forgée dès son plus jeune âge par des uniformes, des hiérarchies et des marches. À 19 ans, il faisait déjà partie de l'armée bavaroise, prêt à embrasser une carrière militaire qui l'emporterait sur les champs de bataille de l'Europe lors de 2 guerres mondiales. La Première Guerre mondiale fut son baptême du feu. Là, entre tranchées imbibées de sang et de boue, il prouva sa bravoure en tant que jeune officier. Grâce à ses mérites, il monta rapidement en grade, devenant capitaine, et arborant fièrement les médailles qui ornaient sa poitrine. Cependant, la guerre lui laissa bien plus que des décorations. Elle lui transmit une froideur et un pragmatisme qui le suivraient tout au long de sa carrière. Après ce conflit, l'Allemagne était en ruine, tout comme son armée. Néanmoins, Dostler resta fidèle au rang du Reichswehr, l'armée réduite que le traité de Versailles autorisait aux Allemands. Dans cette atmosphère de pauvreté et d'humiliation, il gravit les échelons et devint major en 1928. Lorsque le nazisme arriva au pouvoir dans les années 30, il était déjà chef d'état-major de la 7e division, ce qui lui donnait accès au rouage sombre de la machine militaire du Troisième Reich. Avec l'avènement de la Seconde Guerre mondiale, son étoile ne fit que monter. Au sein de la 70e armée, Dostler participa à la planification de l'invasion de la Pologne et de la France, des campagnes menées avec l'efficacité brutale qui caractérisait les armées allemandes dans les premières années de la guerre. Le général d'infanterie était reconnu pour son esprit froid, sa capacité à prendre des décisions difficiles sans broncher et sa discipline impitoyable. Les soldats sous son commandement apprirent vite que la loyauté à la cause était la seule voie sûre pour éviter d'être écrasés par son autorité implacable. En 1941, Dostler fut assigné au front de l'Est, commandant la 57e division d'infanterie. Là, dans les vastes territoires soviétiques, il mena ses hommes dans des batailles féroces contre un ennemi qui semblait interminable. Les soldats soviétiques combattaient avec une férocité qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, et à mesure que les hivers devenaient plus rudes et que les approvisionnements se faisaient plus rares, le moral de ces hommes commença à fléchir. Mais Dostler, sans aucune pitié, imposa sa poigne de fer. Les déserteurs étaient fusillés sans ménagement, et les villages occupés payaient par la vie et la destruction toute forme de résistance. La guerre avançait, mais la marée avait tourné. En 1943, devenu général d'infanterie, il commandait la 163e division sur le front, mais les choses n'allaient plus bien pour les Allemands. La lueur du Blitzkrieg s'était éteinte et les forces allemandes commençaient à reculer, harcelées par un ennemi implacable.
En 1944, le haut commandement le nomma au front italien. Sa mission était claire: arrêter les Alliés qui avancèrent par le sud. Là, dans les derniers souffles du Reich, son sort fut scellé. Au cours d'une opération désastreuse, il ordonna l'exécution d'un groupe de soldats américains capturés lors d'une mission de sabotage. C'étaient des soldats, pas des espions ni des saboteurs déguisés en civils. Ils portaient leurs uniformes, respectant les règles de la guerre, et en tant que prisonniers, ils avaient le droit d'être traités selon les principes de la Convention de Genève. Le 26 mars 1944, les prisonniers furent emmenés à Punta Bianca, au sud de La Spezia, où ils furent fusillés et enterrés dans une fosse commune, dissimulée pour masquer le crime. Ce fut un acte rapide, presque routinier, dans la brutalité de la guerre. Dostler pensa probablement que cela ne serait qu'une note de bas de page dans les archives militaires, un des nombreux événements survenant dans une guerre qui, à ce moment-là, semblait interminable. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans. Avec l'effondrement de l'Allemagne nazie en 1945, les crimes commis par ses officiers commencèrent à être dévoilés. Dostler fut capturé par les forces américaines et traduit en justice. Ce qui était autrefois un général respecté devint simplement un autre prisonnier, l'un des nombreux à attendre son tour dans les tribunaux qui décidaient désormais du sort des vaincus. Le tribunal militaire qui le jugea ne fut pas indulgent. L'excuse de Dostler était prévisible. Il ne faisait qu'exécuter des ordres. C'est ce que disaient la plupart des hommes dans sa position, comme si le poids de leurs décisions pouvait se dissoudre dans la chaîne de commandement. Mais cette défense ne fonctionna pas. Le tribunal rejeta cette justification, lui rappelant que même en temps de guerre, il y a des règles qu'on ne peut ignorer. Les prisonniers de guerre sont protégés, et leur exécution fut une violation flagrante de ces lois. En octobre 1945, le verdict fut clair. Dostler était coupable de crimes de guerre. Il n'y eut pas de place pour la clémence. Le poids de la guerre, les atrocités commises et la nécessité d'une justice implacable pour ceux qui s'étaient retrouvés du mauvais côté de l'histoire se faisaient sentir à chaque mot du tribunal. Dostler fut condamné à mort et son exécution devait avoir lieu en décembre de cette même année. Le premier jour de ce mois, à 8 heures précises, Anton Dostler se tenait face à un peloton d'exécution. L'homme qui avait ordonné tant de morts, qui avait imposé la discipline d'une main de fer, se retrouvait maintenant de l'autre côté du fusil. Il n'y eut ni drame, ni larmes, juste un silence tendu et l'écho des balles qui transpercèrent son corps. La mort fut rapide, comme tant d'autres qu'il avait causées. Son corps, recouvert d'un simple drap de coton, fut transporté dans un camion militaire. Il n'y eut ni honneur, ni funérailles élaborées. Il fut enterré dans le cimetière de guerre allemand de Pomezia, aux côtés de tant d'autres soldats qui, comme lui, avaient cru en une cause qui gisait désormais parmi les ruines d'une Europe dévastée. Des tranchées à la potence, la vie et la mort du général Richer. Dans une petite ville de Silésie appelée Lubałka, Johann Georg Richer est né le 14 avril 1890. Comme tant d'autres jeunes de son époque, il s'est engagé dans l'armée impériale allemande en 1909, à peine une décennie avant que son monde ne changeât jamais avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Lorsque l'armistice est arrivé, Richer avait déjà appris une leçon fondamentale. Dans le chaos de la guerre, seuls survivent ceux qui suivent les règles, aussi cruelles ou arbitraires soient-elles. Pendant la Grande Guerre, il est monté en grade pour devenir Hauptmann, un titre qu'il portait fièrement alors que l'Allemagne s'effondrait autour de lui. Mais il ne se souciait pas de la fin de l'Empire. Tout ce qui l'intéressait, c'était de rester dans l'armée. Alors que les politiciens débattaient à Berlin et que l'économie vacillait, il continuait à gravir les échelons, assumant des postes stratégiques et apprenant les tactiques complexes qui seraient plus tard mises en œuvre avec une effrayante efficacité. Dans les années 30, il était déjà major, un soldat chevronné qui avait appris à naviguer dans la bureaucratie militaire. Rien ne pouvait l'arrêter. Puis vint l'année 1939. Richer, maintenant à la tête de la 35e division d'infanterie, participa à la Blitzkrieg, qui pour lui n'était qu'une autre occasion de prouver sa valeur. En 1940, sa division combattit en France, contribuant à la victoire écrasante qui transforma l'Europe en un champ de bataille dominé par les bottes allemandes. Son ascension continua. En 1941, alors que l'Europe brûlait,
Richert fut promu général-major et chargé de diriger sa division sur le front de l'Est. C'est là, dans les vastes plaines soviétiques, que son véritable test commença. L'opération Barbarossa, un nom évoquant le passé glorieux du Saint-Empire romain germanique, était un cauchemar de proportions épiques. La Blitzkrieg, cette stratégie de rapidité et de coordination, semblait fonctionner au début. Mais même un homme comme Richert ne pouvait ignorer les mers interminables de boue, le froid qui déchirait les visages et les soldats soviétiques innombrables qui semblaient surgir du sol comme des mauvaises herbes. Au milieu de ce chaos, il fut désigné pour commander la 286e division de sécurité. Sa mission ? Maintenir l'ordre dans les territoires occupés. En d'autres termes, réprimer toute tentative de résistance, gérer les populations civiles qui haïssaient les occupants allemands et s'assurer que la machine nazie fonctionnait sans accroc sur les terres conquises. Richert n'était pas un homme enclin aux sentiments. Son travail était de maintenir la discipline et, pour lui, tout le reste était sans importance. Sous son commandement, les ordres étaient exécutés. Peu importait combien d'hommes, de femmes ou d'enfants périssaient dans le processus. Ce qui comptait, c'était la réussite de la mission, et dans ce contexte, tout sacrifice était justifiable. Cette nouvelle phase de sa carrière l'a conduit sur des chemins plus sombres, où la distinction entre soldats et bourreaux s'effaçait souvent. Les distinctions ne tardèrent pas à venir. Il reçut la croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne, mais même ces insignes d'honneur se ternissaient sous le poids d'une guerre qui, à partir de 1943, montrait déjà des signes d'effondrement. La discipline, cette vertu que Richert valorisait tant, commençait à se fissurer dans les rangs allemands. La guerre devenait un monstre incontrôlable. Ainsi, sur son chemin ne se trouvait pas seulement le succès militaire. Il y avait aussi les ombres des crimes qui finiraient par le dévorer. L'un des épisodes les plus sombres sous son commandement fut la déportation forcée de près de 40 000 civils vers les camps de la mort d'Ozarichi. Lorsque les Soviétiques libérèrent ces camps en mars 1944, il était déjà trop tard pour des milliers d'âmes qui avaient péri dans des conditions inhumaines. Richert, comme beaucoup de ses collègues, tenta de se justifier en affirmant qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. Mais cette excuse, qui avait peut-être du poids dans son cercle d'officiers, ne trouverait aucun écho dans le monde d'après-guerre qui émergeait. La fin de la guerre apporta une réalité que les militaires allemands, habitués à l'obéissance aveugle, n'avaient pas prévue: la reddition des comptes devant la justice. Le 8 mai 1945, lorsque les derniers coups de feu du conflit s'étaient tus, Richert fut capturé par les troupes soviétiques. Il fut conduit dans une prison soviétique, et c'est là que son véritable calvaire commença. Le procès eut lieu à Minsk en 1946, à peine un an après sa capture. Les Soviétiques rassemblèrent rapidement des preuves contre lui. Des témoignages de survivants, des documents signés de sa propre main et les horreurs documentées des camps d'Ozarichi étaient plus que suffisants pour le condamner. Le tribunal soviétique n'était pas intéressé par des excuses ou des justifications. À mesure que le procès avançait, il devint clair qu'il n'y aurait aucune clémence. Les mots de Richert, sa voix monotone et distante, contrastaient avec la douleur vive de ceux qui l'accusaient. Il n'y avait aucun remords en lui, seulement l'ombre d'un homme qui avait vécu selon les règles du pouvoir militaire et qui devait maintenant en affronter les conséquences. Le 29 janvier 1946, le verdict fut prononcé. Richert fut déclaré coupable de crimes de guerre et la sentence fut la mort. Il n'y eut ni appel, ni supplication. Le 30 janvier de la même année, il fut exécuté à Minsk. La méthode, la pendaison, un sort qu'il partagea avec 13 autres hommes, tous condamnés pour des crimes similaires. L'exécution fut publique, une sorte de catharsis pour un peuple qui avait souffert sous l'occupation nazie. On dit que plus de 100 000 personnes y assistèrent, impatientes de voir la justice prendre une forme tangible. Le dernier bastion. Comment Gottfried von Erdmannsdorf a défié la mort dans la forteresse de Mogilev. Gottfried von Erdmannsdorf est né à Kamenz le 25 avril 1893, dans une Allemagne qui commençait à peine à se préparer au chaos à venir. Dès son plus jeune âge, sa vie a été marquée par la discipline militaire. Il a rejoint l'armée impériale allemande en 1912, à peine un an avant que la Grande Guerre n'éclate, et c'est dans ce premier conflit qu'il a commencé à bâtir sa réputation.
Erdmannsdorf a rapidement gravi les échelons, terminant le conflit en tant que Hauptmann, un capitaine aguerri par les batailles, qui n'avait guère de place pour le sentimentalisme. Lorsque l'Allemagne a signé l'armistice et que l'humiliation du traité de Versailles est tombée sur le pays, Erdmannsdorf est resté dans le Reichswehr. Alors que d'autres rêvaient de révolution, il était plus pragmatique, plus calculateur. À la fin des années 20, il avait déjà atteint le grade de major, consolidant ainsi sa place parmi les officiers qui attendaient patiemment le prochain grand conflit. L'arrivée du nazisme l'a trouvé prêt. Il n'était pas un fervent partisan du Führer, mais cela n'était pas nécessaire. Ce qui comptait, c'était la loyauté. Et dans ce domaine, Erdmannsdorf était inébranlable. À mesure que l'Europe se remplissait à nouveau de fumée et de destruction, il continuait à monter en grade. En 1939, avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il prit le commandement du 171e régiment d'infanterie. Lors de l'invasion de la Pologne et de la bataille de France, son régiment se distingua, non pas tant par la brillance tactique que par l'efficacité brutale avec laquelle il exécutait les ordres. En 1942, alors que la guerre battait son plein, il fut promu général-major, une promotion qui coïncida avec sa nomination en tant que commandant de la forteresse de Mogilev en 1944. La position était critique, un point stratégique que les soviétiques souhaitaient prendre à tout prix. L'offensive russe fut implacable, mais Erdmannsdorf n'était pas du genre à battre en retraite. Il reçut des ordres clairs de Berlin: défendre la forteresse jusqu'au dernier homme. Il n'y avait pas de place pour la négociation ou le retrait. La loyauté envers Hitler et le devoir envers la Wehrmacht l'obligeaient à tenir bon. La bataille fut un enfer. Les soviétiques lancèrent vague après vague d'attaques et la ville de Mogilev devint un champ de mort. Les renforts n'arrivèrent pas, les fournitures étaient de plus en plus rares et le moral de ses troupes commençait à s'effondrer. Mais Erdmannsdorf ne céda pas. Depuis son quartier général, il ordonna de résister, même lorsque le combat au corps à corps atteignit le centre de la ville. La fin arriva rapidement. La forteresse tomba, les soviétiques prirent la ville et Erdmannsdorf fut capturé. Pour lui, ce n'était pas une défaite personnelle. Après tout, il avait rempli son devoir. Mais dans le nouveau monde qui émergeait des ruines du Troisième Reich, le devoir ne suffisait plus pour se sauver. Erdmannsdorf, l'homme qui avait vécu et respiré pour l'armée, fut réduit à un simple prisonnier de guerre. Erdmannsdorf fut chargé de mener à bien le nettoyage des territoires occupés. Ce qui avait commencé comme des déportations de masse s'est rapidement transformé en une campagne de terreur, où des villages disparaissaient dans les flammes, des civils étaient fusillés sans jugement, et des écoles et des églises étaient réduites en ruines sous prétexte de combattre les partisans. 10 000 personnes furent arrachées de leur foyer et envoyées vers des destinations incertaines sous ses ordres, un chiffre qui ne choquait même plus ceux chargés d'exécuter de telles barbaries. Les chiffres devenaient abstraits, vides d'humanité. Les hommes sous son commandement ne se contentèrent pas d'exécuter, ils le faisaient avec froideur, considérant les villageois comme des outils jetables. Depuis son bureau militaire, Erdmannsdorf signait des ordres qui condamnaient des milliers de personnes à la mort ou à l'esclavage, et il le faisait sans hésitation, sans remords. Il fut emmené dans une prison soviétique. La vie de luxe et d'obéissance était terminée pour le général. Il n'y avait plus d'armée à laquelle rendre des comptes, seulement des cellules froides et la présence constante de la mort qui attendait patiemment son tour. En janvier 1946, Erdmannsdorf fut jugé à Minsk, aux côtés de 18 autres accusés de crimes de guerre. Le tribunal militaire soviétique ne montra aucune pitié, mais comment aurait-il pu? Les preuves étaient irréfutables. Des milliers de personnes disparues, des villages détruits, des écoles rayées de la carte. Les témoignages des victimes survivantes peignaient un tableau dantesque de ce qu'avait été l'occupation allemande sous son commandement. Les ordres qu'il avait signés incluaient l'exécution de personnes handicapées, un détail à peine mentionné dans les actes du procès, mais qui scellait cruellement son destin. C'étaient ceux qu'il considérait comme inutiles, un obstacle sur le chemin d'une victoire qui n'est jamais arrivée. La pratique consistant à utiliser des civils comme boucliers humains était une autre des tactiques impitoyables de sa division, quelque chose qui, loin d'être considéré comme un crime à l'époque, faisait partie du manuel des opérations du désespoir allemand. Le procès fut bref, à peine une formalité pour un homme déjà mort à l'intérieur.
Le 29 janvier 1946, Erdmannsdorf fut condamné à mort pour ses crimes. Mais la véritable conclusion de son histoire arriva le lendemain, le 30 janvier, lorsqu'il fut exécuté à l'hippodrome de Minsk devant une foule de plus de 100 000 personnes. L'exécution fut un spectacle public, pas une mort discrète. Le peuple voulait vengeance, justice ou peut-être un mélange des deux. Ceux qui avaient souffert sous son régime voulaient le voir pendu, non pas tant en tant qu'homme, mais comme un symbole de ce qui leur avait été enlevé. Le général de Hitler, Keitel, la loyauté aveugle et la chute finale. Wilhelm Keitel est né le 22 septembre 1882 dans un petit village du duché de Brunswick. Sa vie a commencé dans la routine tranquille d'une famille de propriétaires terriens. Mais la tranquillité n'était pas son destin. Dès son jeune âge, Keitel a ressenti l'attraction de la milice prussienne et, à 19 ans, il s'est enrôlé comme cadet, cherchant non seulement l'honneur, mais aussi le pouvoir que la guerre promettait. Sa carrière a progressé régulièrement, et lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, Keitel était déjà un officier expérimenté. Sur le front occidental, son corps a été marqué par des éclats d'obus en Flandre, une cicatrice qu'il porterait avec fierté, comme s'il s'agissait de l'insigne de sa loyauté envers un empire en déclin. À la fin de la guerre, alors que l'Allemagne tentait de trouver sa place dans un monde hostile, Keitel est resté ferme, malgré les restrictions du traité de Versailles. Ce traité, qui limitait l'armée allemande à 100 000 hommes, n'était qu'un obstacle que lui et d'autres comme lui étaient prêts à contourner avec ruse et subterfuge. Keitel n'a pas seulement survécu à la purge des officiers prussiens, mais il a prospéré dans la clandestinité du Truppenamt, le bureau qui planifiait secrètement le réarmement de l'Allemagne. Il était un architecte de la machine militaire qui, sous la surface de la République de Weimar, grandissait comme une bête endormie, attendant d'être réveillée par le bon leader. Et ce leader est arrivé en 1933. Adolf Hitler, un homme avec une vision sombre et expansive, a reconnu en Keitel non seulement un soldat, mais un serviteur infaillible. Ainsi, en 1935, Keitel a été nommé chef du bureau des forces armées du ministère de la guerre du Reich, un poste qui lui donnait le contrôle de l'armée, de la marine et de la force aérienne naissante. Ses capacités organisationnelles ont été reconnues, mais ce n'était pas son talent qui le maintenait au pouvoir, c'était sa soumission absolue au Führer. En 1938, Hitler a démantelé le ministère de la guerre et l'a remplacé par l'Oberkommando der Wehrmacht, avec Keitel à sa tête. Cependant, le pouvoir qui lui a été conféré était plus illusoire que réel. Hitler le gardait près de lui, mais toujours sous contrôle, l'utilisant davantage comme un outil que comme un leader. Ses collègues le surnommaient « la Keitel », une moquerie de sa soumission servile. Keitel, malgré son grade de maréchal, n'était rien de plus qu'un pion sur l'échiquier de Hitler. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Keitel a signé des ordres qui ont scellé le sort de millions de personnes. C'est lui qui, d'un coup de plume rapide et d'une conscience émoussée, a autorisé l'exécution de commissaires politiques soviétiques et de commandos capturés en uniforme. C'est lui qui a signé le décret « Nuit et brouillard ». Chaque document qu'il signait était un pas de plus vers l'abîme moral, mais Keitel ne vacillait pas. Pour lui, la loyauté envers le Führer était au-dessus de toute considération éthique. Sa vie personnelle n'offrait pas d'échappatoire à l'ombre que sa carrière projetait. Keitel était un homme réservé, fidèle à Hitler même lorsqu'il doutait en privé de certaines des décisions les plus extrêmes du régime. Mais ces doutes ne se sont jamais transformés en action. Même l'échec de l'attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler ne l'a pas poussé à remettre en question sa loyauté. En fait, c'est Keitel qui a dirigé la chasse aux conspirateurs, s'assurant que ceux qui avaient osé défier le Führer reçoivent leur châtiment. Au sommet de sa gloire, Keitel n'était rien de plus qu'une extension du bras de Hitler, un homme qui signait avec une plume ce que d'autres exécutaient avec des balles. Cette plume, qui traçait des lignes de mort sur le papier, était sa compagne fidèle pendant la guerre. Mais lorsque la défaite est arrivée, cette même plume est devenue le symbole de sa chute. En 1945, lorsque les Alliés ont finalement écrasé la machine de guerre nazie, les portes des enfers créées par le Troisième Reich se sont ouvertes. Keitel a été l'un des premiers à être jeté dans le feu de la justice internationale, un spectacle public où l'on cherchait à montrer que la barbarie aurait sa réponse.
Ainsi a commencé son procès aux tribunaux de Nuremberg, un procès où il n'était pas nécessaire de fournir des preuves supplémentaires, mais simplement d'exposer sa signature sur les documents les plus sombres de l'humanité. Le procureur n'a pas perdu de temps à présenter le dossier contre lui. Les preuves étaient accablantes, des ordres signés par Keitel qui ont conduit à l'exécution de commissaires soviétiques, à la disparition de civils dans la nuit et le brouillard, et à la déportation massive de Juifs vers les camps d'extermination. Mais Keitel, le maréchal qui siégeait autrefois à la table des puissants, s'est défendu avec l'argument le plus ancien et usé. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. C'était une défense vide, brisée comme son esprit, mais c'était tout ce qu'il avait. Le tribunal l'a reconnu coupable des 4 chefs d'accusation portés contre lui: complot, planification de guerre d'agression, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il n'y a pas eu de miséricorde pour l'homme qui n'en a montré aucune. Le 1er octobre 1946, Keitel a entendu sa sentence. Il mourrait par pendaison. Malgré ses supplications pour une exécution plus digne, un peloton d'exécution réservé aux officiers, les juges lui ont refusé cette dernière requête. Ce qu'il attendait n'était pas la mort rapide et propre d'un soldat, mais la lente et agonisante mort d'un criminel. Le 16 octobre, Keitel a été conduit à la potence dans la prison de Nuremberg. Là, sous le regard froid et calculateur du bourreau, il a fait face à la faim qu'il avait contribué à forger pour tant d'autres. Les derniers mots de Keitel ont été un mélange de repentir et d'une dernière tentative de s'accrocher à l'idée de l'honneur qu'il avait perdu. Que Dieu Tout-Puissant ait pitié du peuple allemand. Plus de 2 millions de soldats allemands sont morts pour la patrie avant moi. Maintenant, je suis mes fils, tout cela pour l'Allemagne. L'exécution de Keitel n'a pas été rapide ni propre. La trappe de la potence était étroite et, lorsqu'il est tombé, sa tête a heurté les bords, provoquant des blessures. Son corps s'est convulsé pendant 24 minutes. Une scène grotesque qui, bien que brutale, reflétait ironiquement la brutalité qu'il avait lui-même déchaînée sur le monde. Après son exécution, le corps de Keitel a été incinéré et ses cendres dispersées dans la rivière Isar à Munich. Il n'y aurait pas de tombe pour ceux qui étaient responsables de tant de morts. Il n'y aurait pas de monument, pas de fleurs, pas de visite de famille. Seulement l'oubli, mêlé aux eaux d'une rivière qui ne voulait pas se souvenir.